c'est toujours très délicat de, comment dire, de décrire une exposition. Et c'est délicat de décrire une exposition parce qu'au fond, c'est ce qu'on oublie généralement, on découvre son exposition le jour où on l'inaugure. Au début, on l'a dans sa tête, on l'imagine, etc. Bon. Mais progressivement, bon, il y a la réalité du montage, il y a la réalité des œuvres, il y a... Puis un phénomène qui se passe toujours, c'est qu'une œuvre, vous la prévoyez quelque part, vous dites, tiens, cette œuvre, je veux qu'elle soit là, puis quand l'œuvre arrive, elle refuse. Elle dit non, je veux pas être exposée là. Il faut que je sois exposé ailleurs. Et il faut savoir écouter les œuvres. Il faut savoir entendre en fait ce dialogue que les œuvres acceptent ou n'acceptent pas, d'entretenir les unes avec les autres. Et c'est au-delà de la question scénographique, c'est la question de, au fond, qu'est-ce qu'une exposition? Et une exposition, ce ne sont pas les œuvres. Les œuvres, elles existent dans l'exposition ou bien hors de l'exposition. Elles existeront toujours, elles ont leur propre autonomie. Mais l'exposition, c'est plutôt l'art de la rencontre et de la discussion entre les œuvres. Donc au fond, l'exposition, c'est le vide qu'il y a entre deux œuvres. Il y a une œuvre d'un côté, une œuvre de l'autre, et le vide et la distance qu'il y a, la qualité de la distance, c'est ça, en fait, l'activité curatoriale, elle réside à cet endroit-là. Elle réside à un endroit où on crée des phénomènes de paysage. On dit, tiens, je vais prendre ces œuvres, ça va fabriquer un paysage de pensée, et les œuvres, en dialoguant comme ça, vont produire une idée nouvelle. Donc, comment on produit une idée nouvelle, comment on produit, en tout cas, avoir l'intention de faire une idée nouvelle, parce que c'est très très difficile d'avoir une idée, hein. On peut vivre la totalité de sa vie sans en avoir. Donc, c'est une quête humaine, mais c'est difficile. Si on part du principe que, le titre que j'ai donné, c'est un instant avant le monde. Lahdatun qabla al-kawn. En arabe. C'est-à-dire que le monde ici, il est considéré comme étant l'univers. C'est pas le monde vivant. C'est la totalité de l'univers. Donc, à quoi ressemble cet instant avant? Donc, quand j'ai commencé avec l'exposition, je me suis dit, bon, par quoi je commence? Qu'est-ce qui est à l'origine des choses? Quel est le moment premier? Et je suis convaincu que le moment premier, c'est la voix humaine. C'est le chant. C'est cette chanson la chanteuse libanaise A'tini an-naya wa ghanni fal-ghina sirrul wujud. Il y a dans la poésie arabe, dans notre histoire, dans notre mémoire du chant, une primauté de la musique. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous êtes invité quelque part, il faut respecter le quelque part où vous êtes invité. Je suis invité au Maroc, donc si je veux parler aux Marocains, il faut que je parle aussi à partir de ce qu'ils sont. Et c'est là où je me suis rappelé de Kalthoum, du concert de 1968, et je me suis rappelé de cet instant où, et on le voit dans la vidéo, si on regarde vraiment le concert jusqu'au bout, il y a un moment donné, elle s'arrête de chanter et c'est le public qui chante pour elle. Le public chante des chansons marocaines, enfin des appels marocains, enfin des choses très très populaires pour la remercier. Et elle s'arrête et elle les écoute. Elle devient spectatrice du chant des Marocains qui lui rendent hommage. Et puis elle leur répond par la suite, etc. Et j'ai trouvé que la magie de ce qui est en train de se passer là, en 1968, pas n'importe quelle année, 1968, dans l'histoire du XXe siècle, ici, à Rabat, où je dois faire la biennale, il fallait commencer par ça. Donc on commence par Kalthoum. On commence par cette idée-là que le chant était premier. C'est Fayrouz, A'tini an-naya wa ghanni fal-ghina sirrul wujud. Donc, c'est le secret de l'existence, le chant. Puis après, je voulais qu'on traverse l'écran, donc on passe derrière et on se retrouve avec les 4 premières séquences qui donnent le premier vocabulaire de l'existence. Le Liporello de Etel Adnan, qui est le poème.
la carte du monde redessinée sur un tapis de Mona Hatoum, qui redonne la vraie proportion des continents. Il faut repenser le monde tel qu'il est, dans sa proportion. En face d'elle, une autre œuvre de Mona Hatoum, le kifif avec les cheveux des femmes tressés, où là, les cheveux de la femme prennent possession de ce symbole des hommes, de ce symbole de la révolution. Elles deviennent la révolution. Et dans une biennale qui s'appelle Un instant avant le monde, où je n'invite que des artistes femmes, l'œuvre devenait très très importante. Elle devient même essentielle. Et puis juste à côté, notre grand-père, le crâne qui date de plus de 300 000 ans. Là, on a le facsimilé, puisqu'on ne peut pas montrer l'original, et qui a été trouvé ici au Maroc. Donc, et cette première salle, qui est la salle, on va dire, de la problématique, celle qui pose la question, voilà, elle commence comme ça. Et puis progressivement, quand on avance dans l'exposition, on passe à droite et puis on rencontre le paysage avec Etel Adnan. Et en face du paysage, il y a l'architecture, le monde bâti des hommes avec Zaha Hadid. Puis on se retourne, il y a un nouveau paysage, Smoke Screen, et de Diana Hadid. Il faut la traverser, parce que je voulais une œuvre qu'on traverse. Il fallait un rituel. Et là, on traverse cette œuvre, et je l'ai vu avec les spectateurs, enfin quand je regardais les spectateurs marcher dans cette salle, on fait attention, parce qu'on peut pas passer, il y a un endroit pour passer, donc on traverse cette œuvre qui est une œuvre à la fois abstraite et figurative, on devine des corps, mais c'est aussi un paysage, il y a une sorte de mélange, comme si les êtres humains se sont retrouvés piégés dans le paysage qui les entoure. Puis après, on passe derrière ça, et qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre le portrait. Amina Gzney, et ce grand tapis magnifique et sublime. Donc c'est elle, c'est son portrait. Donc on retrouve Amina Gzney, et c'est le portrait de l'artiste. Elle se donne, elle montre ce qu'elle est, elle fait un autoportrait. Et puis on traverse ça, et puis on arrive vers Marciacourt, et les Trois Grâces. Et là, la problématique commence en plus de l'origine du monde, ou de l'instant avant le monde, ou des commencements du monde, ou la figure ou la posture d'avoir invité que des femmes commence à être présente, parce que l'œuvre de Marciacourt, c'est un hommage à trois féministes africaines, trois femmes engagées africaines dans l'histoire. Et puis, on sort de là, et là, à ce moment, après tout ce parcours, qui commence par la voix, qui passe par la poésie, qui passe par l'architecture, qui passe par le paysage, et qui passe par l'autoportrait, qui passe par l'hommage, là, il faut bien rencontrer le corps. Il y a un moment donné où le corps doit s'imposer. Parce que nous ne sommes pas que idées, nous sommes aussi corps, et que les deux, bon, je ne veux pas rentrer dans une discussion spinoziste, enfin, il y a quand même quelque chose de fondamental, et on rencontre ça, et c'est là où arrive dans l'exposition une sorte de collision que j'ai voulu faire entre la mémoire la plus ancienne des Marocains et la mémoire la plus contemporaine de l'art. D'où cette toute petite Vénus de Tintin qui date de milliers d'années, donc le corps d'une femme nue. Et c'est une Marocaine, enfin, ça a été trouvé ici au Maroc, c'est pas trouvé. Et puis quand on se retourne à droite, il y a d'autres Vénus aux allures romaines, mais c'est aussi trouvé au Maroc. C'est aussi des Marocaines, ainsi de suite. Donc, et le corps, en fait, du Maroc, le corps physique, dans son sens premier, donc, commence à apparaître. Et là, on commence cette discussion dans cette salle avec l'œuvre de Gadamer, celle des Tunisiennes, donc guidée par Houda Rorbel qui est venue ici. Zoulikha Bouabdallah, avec cette discussion entre la pensée orientaliste et la pensée occidentale, ce mélange comme ça à la fois fantasmagorique et puis représentatif, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a que l'Occident qui nous voyait, enfin, il croyait que nous étions comme ça, des sortes de gens assis dans des bains en train d'attendre que le bonheur arrive. Enfin, c'est quand même assez étrange comme vision fantasmagorique
qu'ils avaient. Donc, elle rediscute dans un travail sur l'histoire de l'art. Lucie Macri sur le corps et son rapport à la technologie. Donc bon, je vais pas citer la totalité des artistes là, sinon ça me prendra 24 heures. Hein. Après, on traverse de nouveau, on rencontre la peinture. Il fallait que la peinture soit là. Fillet Mzali Tahari. Ça pour moi c'était important parce que c'est une peintre que j'ai découvert très tardivement, à l'occasion de la Biennale dans mes voyages à Alger. Je rencontre cette peintre, elle me montre ses peintures. Et j'ai trouvé dans ces peintures une sorte de dysfonctionnement de la manière avec laquelle on peint le corps, et qui révélait le corps, là pour le coup, des femmes de manière absolument à la fois belle et effrayante, dangereuse. Il y a certaines images qui sont extrêmement violentes. Hein. La petite fille cachée sous le siège, avec en face on devine un homme avec le pied sur le siège. Il y a aussi cette odalisque comme ça, couchée, et puis un homme devant elle qui ne la regarde pas, il regarde à l'extérieur. J'ai beaucoup aimé cette peinture quand je l'ai vue dans son atelier. Je dis quand même, là il y a le corps, c'est un corps très sombre. On devine que c'est le corps d'une femme, et on se dit mais... Et là pour le coup, l'homme tourne le dos et regarde une fenêtre de lumière de l'autre côté, etc. Donc elle joue en fait sur ça. Et elle introduit le corps tel qu'il est, sans le maquiller, sans l'exagérer, mais quand même, la question de la condition de la femme, elle est fondamentale dans la peinture de Mzali Tahari. C'était vraiment fondamental pour moi cette peinture. Anila Robikou, en face d'elle, là pour le coup, c'est la discussion avec les femmes emprisonnées. Et après il faut voir l'œuvre, son histoire, etc. Et le parallèle entre les deux, et au milieu il y a une Vénus. Et les Vénus en fait qui sont au milieu des salles, c'est les premières spectatrices du monde contemporain. Je les ai posées là pour qu'on les regarde, mais elles nous regardent depuis leur époque. Et puis il faut toujours sortir d'une salle avec une œuvre, rentrer dans une salle avec une œuvre, et là on rentre, après avec Brigitte Malknecht, on rentre dans les mondes invisibles. Invisible World. Et on arrive dans les mondes invisibles, et en face d'elle, il y a Amina Rizqi. Alors là, pour le coup, qui montre le monde invisible des êtres humains, de leur corps torturé, de leur violence, et ça marchait très très bien, de ces deux invisibilités qui fonctionnent ensemble. Et puis, il y a dans la scénographie ce grand forum bleu, qui est le territoire de la tendresse subversive, où on projette des films. Chaque jour, il y a une cinéaste à l'honneur. Les gens peuvent s'asseoir et regarder ça. Et de l'autre côté, donc là, pour le coup, il y a 3 Vénus qui sont en train de regarder une œuvre. C'est l'œuvre de Al-Marseghi, qui a calculé le poids du royaume du Maroc. Et donc, il y a un calcul en tonnes du poids de toutes les roches et matériaux. Ça a été une folie, elle a travaillé avec des géologues. J'ai trouvé ça intéressant, enfin, dans une biennale qui s'appelle Un instant avant le monde au Maroc, de revenir à cette donnée très simple. Un pays, c'est des cailloux, c'est des minéraux, c'est du sable, et elle s'est lancée ça du niveau 0 jusqu'au point le plus culminant de l'Atlas. Il y a quoi? Donc elle a travaillé avec des géologues, elle a fait ce calcul, donc comme si ces Vénus étaient en train de regarder ça. Et on retrouve à nouveau l'architecture par la suite avec Black Blocks. Donc l'œuvre de Mariette Giudici, tout est en noir, les maquettes et les photos, et c'est une architecture qui résiste. Et la résistance de l'architecture, elle résiste à être une image. Au fond, la grande résistance maintenant, à mon sens, c'est de résister à devenir image. Parce que tout le monde maintenant a le droit de devenir une image. Ça y est, ça a été complètement ouvert. Avec les réseaux sociaux, etc. et tout. La promesse de Andy Warhol à l'époque que chacun aura un quart d'heure de célébrité dans sa vie. Là, ça y est, enfin, chacun est en train de se bagarrer dans les réseaux sociaux. Il faut absolument qu'il soit visible, donc on se montre, le selfie étant la chose la plus aboutie. Et je crois que la résistance, peut-être maintenant, c'est de dire, non, moi je ne veux pas être une image. J'arrête. Bon, c'est contradictoire avec ce que je suis en train de faire. Vous me filmez,
j'essaye de dire des choses intéressantes pour que mon image soit bonne. Mais il y a ça, et là, ces architectures noires et ces photos noires d'architecture résistent. Et en face d'elle, il y a une autre discussion sur les façades d'architecture. Et là, c'est l'œuvre qu'on voit sur la bâche, cette fameuse phrase qui a fait tellement couler d'encre sur la façade, sur l'engagement féministe de Katarina Cibulka. Katarina Cibulka qui dit, qui a lancé un projet depuis quelques années, As Long As, So Long, Talama, tant que, il y a un phénomène, je serai féministe. Et à chaque fois, elle choisit, entre le début de la phrase et la fin de la phrase qui sont connues, elle choisit selon le contexte, le contenu de la phrase. Et ici, pour le Maroc, elle était venue, elle a rencontré beaucoup d'artistes, elle a rencontré beaucoup de personnes, elle a rencontré beaucoup de féministes au Maroc, elle a discuté avec eux, et on a eu beaucoup d'échanges sur, voilà, des propositions de phrases, etc. Et puis moi, je lui ai expliqué un peu la langue arabe, son secret, ainsi de suite, jusqu'au moment où elle est arrivée à la conclusion de cette phrase, donc qui relie l'amour pour les traditions, pour les règles, pour et l'amour que nous avons les uns pour les autres, de tout un chacun, et elle crée dans cette phrase comme ça une sorte de vrai questionnement, une vraie posture. La visite de la Biennale continue au premier étage du musée jusqu'à l'œuvre de laquelle on sort, avec qui clôt donc on a commencé, vous vous rappelez, avec Kulthum, avec la voix, et on finit avec Khadijat Nana. Elle fait une œuvre monumentale dans laquelle il faut rentrer. En face de nous, on a une femme, on voit le corps d'une femme, on devine qu'elle est enceinte et qu'elle est en train d'enfanter. Autour de nous, il y a des corps qui nous enveloppent et une lumière bleue. Alors bon, c'est réfléchissant, enfin, les gens rentrent dans l'œuvre, le spectateur fait partie de l'œuvre. Et là, Khadija, je pense qu'elle a réussi une œuvre magistrale. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'étais extrêmement ému quand j'ai vu le résultat, parce qu'elle prouve avec son œuvre, elle prouve que toute œuvre d'art contient la totalité du temps, depuis le commencement de l'univers et jusqu'à la fin des temps, et que la magie d'une œuvre d'art, c'est ça. Pourquoi on aime les œuvres d'art? Pourquoi on leur donne cette importance? Quel est l'intérêt de donner autant d'importance à une peinture sur une toile, à une sculpture dans un matériau? C'est quoi l'intérêt au fond? Est-ce que c'est l'intérêt de la technique? Est-ce que je pense pas. Je pense que l'intérêt fondamental, c'est que parfois l'œuvre, quand elle réussit, vous êtes devant, ou vous êtes dedans, là pour le coup avec l'œuvre de Khadijat Nana. Et quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que vous êtes... on a l'impression qu'on est dans une grotte, en fait, dans l'œuvre de Khadijat Nana, dans les peintures, ou dans les peintures rupestres, comme on peut les trouver au Tassili, comme on peut les trouver dans le Hogar, ou comme on en voit les peintures pariétales de Cro-Magnon, etc., etc. Mais en tout cas, pour revenir à cette œuvre, elle prouve que Khadijat Nana a dû faire le voyage il y a très très longtemps. Moi, j'étais en larmes quand j'ai vu l'œuvre. Je suis rentré dans cette œuvre, j'avais les larmes aux yeux, et je me suis dit, mais... j'ai ressenti tout de suite l'effort que l'artiste a fait. Parce que c'est quand même dangereux de voyager aussi loin. Et puis de voyager aussi loin après. Et de nous donner à voir cette œuvre. C'est une œuvre vraiment magistrale. Enfin, pour moi, elle a vraiment réussi. Mais il y en a plein. J'ai pas parlé suffisamment du tapis de Amina Agzneh, mais c'est extraordinaire de se représenter comme ça, de se donner à voir comme ça. Mais toutes. Moi, j'assume toutes les œuvres qui sont dans le Biennale. Donc voilà, ça c'est pour le premier étage du musée. Après, il fallait que la Biennale s'installe un peu de partout dans la ville, parce que le spectateur, comme ça, découvre la ville de Rabat, découvre des œuvres,
il fallait des bâtiments significatifs et signifiants. La banque, là, juste à côté, c'est un bâtiment de Zévaco. Zévaco, c'est pas n'importe qui, c'est un architecte qui a compté. Pour le Maroc, spécifiquement ici à Rabat, il y a beaucoup de bâtiments de Zévaco ici. Donc il fallait s'inviter chez lui. Voilà, on est allé chez Zévaco et on a exposé des architectes, Maria Mayo, Etac, qui sont espagnols, mais aussi Tatiana Bilbao, qui est brésilienne. Donc ça donne une composition comme ça sur les rêveries ou les espoirs des architectes. C'est des rêveries futuristes, des rêveries sociales, des rêveries comme d'une forme d'esthétique hybride. Donc on découvre ça. Dans un autre espace, il y a Randa Abdul Jabbar, des toutes petites sculptures magnifiques. Parce qu'elle fait tout un travail sur quelle forme d'archéologie y a-t-il encore quand on pense à Bagdad, quand on pense à l'Irak qui a été bombardé, détruit, etc. Donc elle essaye presque de reconstituer cette mémoire formelle. Et puis, il faut aller au musée des Oudayas. Pour ceux qui ont eu la chance au début de la biennale d'assister à une des représentations que Bouchra Ouizgan avait fait, je trouve que l'espace garde en mémoire ce spectacle de danse que Bouchra Ouizgan a fait, qui était magistral. Il s'appelle Éléphant. Où elle va chercher au plus profond de la pensée marocaine. Moi, j'ai vu les gens pleurer. Enfin, ils sont sortis complètement en larmes. Parce que elle est allée très très loin dans l'imaginaire des corps, dans l'imaginaire des souffrances, mais aussi des joies. Et Bouchra Ouizgan, elle a un art absolument extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus grandes artistes au Maroc. Enfin, je pense qu'elle n'est pas encore appréciée à son niveau. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une véritable révolution. Parce que Bouchra Ouizgan ne fait pas juste une œuvre, elle crée une société. Elle a créé un environnement, une société. En fait, elle crée un monde. Elle a réussi à faire monde, Bouchra Ouizgan. Donc dans son endroit, là-bas, à Marrakech, d'où elle part partout, elle les emmène de partout dans le monde, ces danseuses, qui, à la fin de la danse, par exemple, à la fin de la performance, s'habillent, sortent dehors, vous les reconnaissez pas. Elles ont un foulard, elles ont du là-bas, etc. Enfin, c'est vous qui étiez, ben oui, c'est le même corps, c'est le même imaginaire, et qui fait ça et qui vit ça, qui est dedans et dehors, qui est dans la fiction et dans la réalité. C'est pour ça que je dis que Bouchra Ouizgan fait monde. Et c'est ça, sa grandeur, et la grandeur de son œuvre. Et dans le musée des Oudayas, il y a le travail de Safa Arwas, avec les petits cocons, enfin, une sorte d'escalier comme ça qui monte vers l'infini, mais vers nulle part, en fait, ou qui descendent depuis l'infini ou depuis nulle part. On ne sait pas où est-ce que ça mène. Et elle a choisi vraiment le bon endroit, et quand on est face à cette œuvre qui est extrêmement fragile, on a peur de la toucher. C'est-à-dire, elle se protège elle-même. Ça, c'est aussi un phénomène extraordinairement beau, c'est que parfois certaines œuvres sont tellement belles et tellement réussies, vous n'avez même pas besoin de les surveiller, elles se protègent elles-mêmes. C'est-à-dire, leur justesse, leur force, leur émotion les protège. Et vous êtes devant, vous vous dites, si je la touche, ça va tomber. Donc, il faut surtout pas toucher, il faut juste admirer cette affaire. Et elle fabrique une question, Safa Arwas. Vraiment, elle fabrique une question. Ces marches, on descend, où est-ce qu'on remonte, on va où, et en face d'elle, il y a cet énorme cabinet de curiosité de Rita Alaoui. Elle essaie de se rappeler des premiers outils. Vous savez, l'être humain est un animal faible. Nous sommes les plus faibles de tous les animaux sur Terre. Et nous naissons faibles, d'ailleurs. Un bébé animal, il naît, il se met debout tout de suite. Nous, non. Nous, on est incomplets. Donc,
né, puis il faut passer du temps, apprendre à marcher, etc. Donc il y a une forme d'incomplet, de non terminé chez l'être humain. Et notre faiblesse en tant qu'être, en tant que corps dans le monde, nous a poussé à produire des prolongements de nous-mêmes qui sont les outils, qui sont notre technologie, qui a été un désastre pour tout. Donc elle revient à cette notion du premier outil, elle revient à cette notion du premier geste. Et elle essaye de comprendre, et c'est très fragile en fait. Et l'introduction même d'un cabinet de curiosité dans ce lieu-là de Ras el-Ghudaya était quand même fondamentale. Après, il y a l'œuvre d'Amiso qui est très tendre avec ses foulards, avec ses écharpes, et qui est d'une grande tendresse, qui est un cri aussi de douleur par rapport aux violences faites aux femmes. Mais Amiso, elle a toujours cette sensibilité de parler de choses les plus violentes, mais avec une douceur absolue pour que le message arrive. Et puis il y a la salle dédiée à l'œuvre de Katia Kamili, Katia Kamili qui est dans la narration et qui revient dans un nouveau chapitre autour de Khalil Awadimna, donc qui est quelque chose que nous connaissons, qui est dans notre imaginaire, mais où elle a eu la possibilité de consulter l'exemplaire qui est ici, au Royaume du Maroc. Et elle l'a consulté, puis elle a fait son nouveau chapitre à partir de l'exemplaire qui est ici. Bon, Khalil Awadimna, c'est cette discussion où on prête aux animaux de dire ce que nous n'osons pas dire. C'est une vieille tradition, on la retrouvera plus tard dans les fables de La Fontaine, comme on l'a retrouvé avant, parce que Khalil Awadimna, c'est avant les fables de La Fontaine, il faut pas l'oublier, il y a un ordre historique quand même. Comment on les a retrouvés dans Khalil Awadimna, donc il y a parfois, enfin, l'être humain, pour dire des choses qu'il n'ose pas dire, il les délègue à d'autres figures, celles de l'imaginaire, les animaux, etc. On a beaucoup fait parler les animaux, les pauvres. Après ça, il me fallait rencontrer l'océan. Rabat, c'est quand même l'océan. On peut pas. Et quand on marche à Rabat, d'ailleurs, on a toujours l'impression que l'océan n'est pas loin, en fait, même quand on est dans le centre-ville, par le climat, par l'air, Et le fort Rotenborg a été quand même une découverte exceptionnelle. Le lieu est puissant. Il fait face à la mer, comme c'est un lieu de défense en plus. Un lieu pour se défendre contre l'ennemi. Il fallait faire rentrer une sorte de tendresse à l'intérieur de cet univers, une tendresse que j'appelle la tendresse subversive. Et c'est là où les artistes ont atteint quand même, parce qu'elles ont toutes fait des œuvres pour le lieu. Giovala Silva avec ses photos et ses vidéos de Rabat, qui montrent un Rabat qu'on connaît pas. Elle photographie les quartiers populaires, les fragments un peu cassés, un peu défaits, Elle n'a pas fait des photos touristiques, vues énormes, magnifiques villes, etc. Non. Même si Rabat est une très belle ville, c'est très agréable de vivre à Rabat. C'est pas la question. Deborah Benzaken, où sont mes rêves? C'est de l'ordre de l'introspection exceptionnelle. Je pense que Deborah Benzaken, elle est allée au plus profond d'elle-même pour nous sortir cette œuvre. Et tout le monde a été touché par ça, qu'elle ose nous dire ça, qu'elle ose nous dire ses tourments. Et chaque salle, elle a cette force. Amina Ben Bouchta, par exemple, alors l'œuvre joue avec ce texte, ce vieux texte qui est très explicite sur les questions de l'érotisme, de l'amour, du corps, et elle fait un voyage quand même, un voyage dans l'interdit, parce que l'imaginaire des parents, l'imaginaire de cet univers-là auquel on n'accède pas, de ce qu'on voit, de cette peur que nous avons. Mais l'œuvre, elle est très très belle. Enfin, les néons, là, enfin, tout est à l'image de Amina Ben Bouchta. Vous voyez Amina Ben Bouchta, vous voyez son œuvre, ses œuvres sont comme elle. Elle est il n'y a pas de distance, en fait, entre Amina Ben Bouchta et son œuvre. C'est vraiment là, c'est comme si on avait pris un fragment d'Amina Ben Bouchta pour le mettre en volume. Et là, on voit, et c'est juste la maîtrise de l'espace avec le lit,
les néons, cette forte lumière, et puis la voix de l'artiste qui est en train de nous lire ce texte en boucle, et puis qu'on devine à peine. Alors au début, on commence à entendre de quoi il s'agit, puis après on comprend qu'on est en train d'entendre quelque chose de très, très quand même sérieux et très direct. Et puis il y a, quand on rentre juste à gauche dans le fort, il y a une typographie. Et cette typographie, c'est une œuvre de Bea Schlingelhoff, qui est une artiste allemande, dont l'œuvre consiste à faire des typographies ou une calligraphie en hommage à une figure féminine. Et là, cette graphie, cette écriture, qu'on peut télécharger durant la durée de la biennale et l'utiliser gratuitement, elle est en hommage à Fatima El-Fihri, la fondatrice de l'université au Maroc. C'est quand même pas rien, quand même, on est dans un pays où celle qui va créer l'université, c'est une femme, donc il faut quand même se souvenir. et c'est elle qui s'est souvenue de ça. Donc elle est allemande, n'a rien à voir, mais elle a fait les recherches qu'il faut, puis elle m'a dit, oui, mais moi si je fais ça, je veux rendre hommage à cette femme, et c'est très bien aussi. Et puis il y a le Dana Awartani, l'artiste palestinienne qui vit en Arabie Saoudite. Ce sol comme ça fait de figures géométriques, mais avec de la terre qui se fissure. C'est une œuvre qui au début, entre le début et là maintenant, est en train de disparaître, elle est en train de se casser. Et elle a introduit cette fragilité, et en discutant avec elle, on est arrivé à ce titre, Al-Buka'u ala al-Atlal. Al-Buka'u ala al-Atlal, c'est la grande tradition de la poésie pré-islamique. Vous commencez toujours un poème par des pleurs devant les ruines. Et puis après, vous parlez de l'amour. Donc, il y avait une hiérarchie, en fait, dans l'écriture d'un poème réussi. Et donc voilà, Al-Buka'u ala al-Atlal, et on a ce magnifique tapis fait en terre avec 3 couleurs de 3 terres marocaines colorées différemment, avec un entrelac géométrique qui rappelle nos plus belles décorations, nos plus belles architectures au Maroc. Mais là, elles sont en train de se fissurer, elles se cassent. Donc ça, elle introduit une durée dans l'œuvre, mais elle introduit aussi une distance critique, c'est-à-dire à quelle distance sommes-nous de notre patrimoine, de notre mémoire, de notre... Et puis juste à côté encore, Sarah Favrio, où là c'est très très mystérieux son affaire. Parce qu'on rentre dans une salle avec des piliers qui sont cassés, qui sont faits de bois, mais de petits fragments, et on se dit, mais est-ce que c'est une ruine? Est-ce que c'est quelque chose? Et en fait, elle a inversé, elle a fait une œuvre qui tout de suite devient une ruine d'un passé qui aurait préexisté. Et ça, c'est quand même très très fort. C'est-à-dire, on fabrique une œuvre, mais au moment où on la termine, en fait, elle est la mémoire de quelque chose qui a eu lieu avant, et on arrive à une destruction. Ou à un état de ruine. Évidemment, beaucoup d'artistes travaillent sur ce phénomène-là, d'inverser le cours du temps. Et puis, il y a d'autres œuvres aussi dans le fort. Il y a l'œuvre magistrale de Gadamer, All oppression create a state of war. Toute oppression crée un état de guerre. La phrase sort d'un texte de Simone de Beauvoir. Et vous êtes face à la mer. C'est presque la conclusion, en fait, de la totalité de la Biennale. On pourrait dire que la Biennale commence avec la phrase de Katharina Cibulka sur la façade, sur l'engagement, et se termine avec une autre phrase sortie de Simone de Beauvoir. Et entre les deux, il y a d'autres phrases. Et il y a les phrases de l'œuvre de Sonia Ghasmi, qui, elle, depuis l'ouverture de la Biennale, quasiment tous les jours, elle envoyait une lettre à la Biennale, depuis Alger. Elle envoyait une lettre. Donc des fois, c'était une description d'un état, une métaphore, une vie. Et elle aussi, donc elle est dans une lutte, dans un militantisme pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie, et elle le fait quand même avec beaucoup de force et beaucoup de courage. Et puis, j'ai l'impression maintenant de découvrir qu'au fond, la Biennale, elle a été quand même cette affaire-là, cette affaire d'écriture. Quels sont les premiers mots qu'on écrit? S'il faut réécrire un instant avant le monde.
Ben, c'est la phrase de Katharina Cibulka, c'est se souvenir de cette phrase de Simone de Beauvoir, et c'est peut-être lire aussi des lettres qui nous viennent. Et c'est peut-être ça, la biennale. Cette capacité de, comme je disais des jeunes dans un texte à propos de la jeunesse algérienne, en disant qu'au fond, les jeunes en Algérie, ce qu'ils souhaitent, c'est faire fausse route à la rencontre de l'inconnu. Et qu'au fond, c'est ça la condition. Il faut être libre, il faut une égalité, puis là, on a le droit de faire fausse route et de rencontrer l'inconnu. Et autrement dit, rencontrer le monde. C'est peut-être ça, la biennale. Mais il y aurait tellement d'autres conclusions à faire sur cette biennale, parce qu'il y a toutes les autres œuvres. Je veux pas exclure les autres, mais quand même. Là, entre cette façade, puis en plus, sur la phrase de Katharina Cibulka, c'est une façade. Celle de Gadamer, c'est un jardin. Et celle de Sonia Ghasmi, c'est une lettre. Donc on pourrait presque imaginer une sorte de palais avec un jardin, et puis d'être assis, de recevoir des lettres qui arrivent. Ça serait peut-être ça, la biennale. Voilà, merci beaucoup.